Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet intéressant et passionnant en psycholinguistique, l'acquisition du langage. La première question qui peut venir à l'esprit, c'est comment un enfant, dès sa naissance, commence-t-il à comprendre et à parler une langue? Et comment ce processus complexe se déroule-t-il tout au long de son enfance? Nous allons essayer de répondre à ce questionnement tout en se basant sur les différentes théories dans le domaine de la psycholinguistique. Et si ce mystère du développement humain vous intrigue, restez avec moi, je vous explique tout ça dans cette vidéo. L'acquisition du langage est un processus complexe par lequel les êtres humains, dès leur plus jeune âge, développent la capacité de comprendre et de produire des énoncés dans une ou plusieurs langues. Ce processus commence dès la naissance, voire avant, et se poursuit tout au long de l'enfance. Dans ce cours, on va commencer par les principales étapes de l'acquisition du langage. Donc, les principales étapes de l'acquisition du langage maternel sont fascinantes et illustrent comment un enfant passe progressivement du simple babillage à la production de phrases complètes et grammaticalement correctes. Voici un développement plus détaillé des étapes clés de ce processus. La première période, c'est la période prélinguistique. Ça commence de 0 à 12 mois. Il commence par les vocalisations réflexes de 0 à 2 mois. Dès la naissance, les bébés produisent des sons non intentionnels, principalement des pleurs, des grognements ou des bruits respiratoires. Ces sons sont généralement des réflexes physiologiques liés à des besoins comme la faim ou l'inconfort et ne sont pas encore liés à la langue ou au langage intentionnel. Deuxièmement, les gazouillis de 2 à 6 mois. Vers l'âge de 2 mois, les bébés commencent à produire des sons plus intentionnels, comme des rires ou des coins, qui sont des sons doux et prolongés. Ces gazouillis montrent que l'enfant commence à expérimenter avec des cordes vocales et à interagir avec son entourage, bien que cela reste préverbal. Puis, le babillage de 6 à 12 mois. Le babillage canonique ou répétitif apparaît vers 6 mois. L'enfant répète des syllabes simples comme baba ou dada ou même mama. Ce stade marque une transition importante car l'enfant commence à imiter la mélodie et le rythme de la langue parlée autour de lui. Ce n'est pas encore de la parole avec sens, mais cela montre une sensibilisation à la structure sonore des mots. Ensuite, le babillage varié prend le relais vers 9 jusqu'à 12 mois où l'enfant commence à combiner différentes syllabes, bada ou mata, et ces combinaisons ressemblent de plus en plus à des mots ou des phrases. La deuxième période, c'est la période des premiers mots, c'est à partir de 12 mois jusqu'à 18 mois. Entre 12 et 18 mois, les bébés prononcent leurs premiers mots. Il s'agit souvent de mots très simples, liés à leur environnement immédiat, comme maman, papa, biberon ou des objets et personnes de leur quotidien. À ce stade, chaque mot peut avoir plusieurs significations. Par exemple, eau peut signifier je veux de l'eau, je vois de l'eau ou même j'ai soif. La surgénéralisation, les bébés généralisent parfois des mots à des objets similaires. Par exemple, ils peuvent appeler tous les animaux à 4 pattes chien ou chat, ce qui montre le processus de catégorisation. La période des combinaisons de mots, à partir de 18 jusqu'à 24 mois. Vers 18 mois, les enfants commencent à combiner 2 mots pour former des phrases simples, souvent sous forme de télégramme, c'est-à-dire des phrases sans article ni mot de liaison. Par exemple, maman partie, papa voiture, moi dodo. Ces premières combinaisons montrent que l'enfant comprend les bases de la syntaxe, bien qu'il ne maîtrise pas encore la grammaire complète. À ce stade, le vocabulaire de l'enfant s'enrichit rapidement dans ce qu'on appelle le boom lexical ou l'explosion lexicale, où l'enfant apprend de nouveaux mots à un rythme exponentiel. Puis, la période du développement syntaxique à partir de 2, même 3 ans. Les erreurs fréquentes à ce stade incluent la surgénéralisation des règles grammaticales. Par exemple, un enfant peut dire « je prends du »
au lieu de dire « j'ai pris », en appliquant la règle du passé composé de manière incorrecte à tous les verbes. Puis, la période du raffinement du langage de 3 à 5 ans et même plus. Entre 3 et 5 ans, l'enfant affine ses compétences langagières, ses phrases deviennent plus longues et plus sophistiquées, il commence à utiliser des subordonnés comme papa reviendra, on ira au parc, etc. et à exprimer des idées abstraites. Le vocabulaire s'élargit considérablement à ce stade et l'enfant commence à comprendre et utiliser des mots liés à des concepts plus abstraits, le ton, les émotions, les relations de cause à effet. Les règles grammaticales sont mieux maîtrisées, bien que les erreurs persistent encore, surtout dans les structures complexes. Cependant, l'enfant est capable d'adapter son langage selon le contexte, parler différemment avec des adultes, des enfants ou des étrangers. Vers une maîtrise complète, 5 ans et plus. À l'âge de 5 ans, un enfant a acquis une grande partie des bases linguistiques de sa langue maternelle. Bien que des ajustements grammaticaux et des ajouts de vocabulaire continueront, l'essentiel du langage est en place. L'enfant devient capable de comprendre et de produire des narrations complexes et peut participer à des conversations soutenues, utiliser l'humour et comprendre des nuances de sens. Le développement du langage, donc, chez l'enfant, est un processus progressif qui commence dès la naissance et se poursuit bien au-delà de l'enfance. Chacune de ces étapes est cruciale pour que l'enfant puisse passer de la production de sons simples à la maîtrise de la langue dans toute sa complexité. L'environnement social joue également un rôle fondamental dans la stimulation et l'encouragement de ces compétences. De l'imitation des adultes au perfectionnement de la grammaire, l'acquisition du langage est un exploit qui révèle la capacité humaine naturelle à apprendre et à interagir avec son environnement linguistique. Passons maintenant aux théories de l'acquisition du langage. 3 grandes théories sur l'acquisition du langage offre des perspectives variées sur la manière dont les enfants apprennent à parler. Voici une explication plus détaillée de chacune. On commence par l'innéisme de Noam Chomsky. Donc, le dispositif d'acquisition du langage, le LAD, selon Chomsky, les enfants naissent avec une prédisposition biologique pour l'acquisition du langage. Il propose l'existence d'un dispositif d'acquisition du langage, une sorte de mécanisme mental qui permet aux enfants de comprendre et de produire la langue. Chomsky avance que les enfants possèdent des règles grammaticales universelles qui leur permettent de déduire des règles spécifiques de n'importe quelle langue à partir de l'exposition aux paroles des adultes. Chomsky appuie sa théorie sur le fait que les enfants apprennent le langage avec une rapidité surprenante et sans qu'on leur enseigne formellement les règles grammaticales. Il parle aussi de la pauvreté du stimulus. Selon lui, les phrases que les enfants entendent dans leur environnement ne sont pas suffisamment riches et variées pour qu'ils puissent apprendre la grammaire uniquement par imitation. Cette théorie est parfois critiquée pour minimiser l'importance de l'interaction sociale et de l'environnement dans le développement langagier de l'enfant. Certains estiment que le LAD est une hypothèse difficile à prouver empiriquement. La deuxième théorie est celle du behaviorisme de Friedrich Skinner. Contrairement à Chomsky, Skinner considère que le langage est un comportement appris par le biais de l'imitation et du renforcement. Les enfants imitent des sons, des mots et des phrases qu'ils entendent et ils apprennent à produire en fonction des réactions des adultes, c'est-à-dire les louanges ou les encouragements. Le renforcement joue un rôle crucial dans cette approche. Lorsqu'un enfant produit un mot ou une phrase correctement, il reçoit souvent une forme de récompense comme un sourire ou un encouragement, ce qui augmente la probabilité qu'il produise certaines formes langagières à l'avenir. Skinner met l'accent sur le fait que les enfants sont sensibles aux réactions de leur environnement, ce qui explique pourquoi ils adoptent progressivement les formes linguistiques correctes. Il souligne également que les enfants apprennent souvent de nouveaux mots ou expressions en les entendant
ou en les répétant, ce qui semble appuyer l'idée que la langue ou le langage est en partie une question d'imitation. La théorie de Skinner est critiquée pour ne pas expliquer la rapidité avec laquelle les enfants apprennent des structures grammaticales complexes. Par exemple, il est difficile d'expliquer par imitation la manière dont un enfant crée des phrases qu'il n'a jamais entendues. Elle sous-estime aussi, c'est-à-dire cette théorie sous-estime aussi les compétences cognitives des enfants en se concentrant principalement sur les aspects observables de l'apprentissage. La troisième théorie, c'est la théorie interactionniste. L'approche interactionniste propose une vision plus intégrative, affirmant que l'acquisition du langage résulte à la fois de facteurs biologiques et d'une stimulation sociale riche. Selon cette théorie, les enfants naissent avec une prédisposition à apprendre le langage. Mais ce sont les interactions avec les adultes et les pairs qui jouent un rôle essentiel dans le développement de cette compétence. Les échanges entre l'enfant et son entourage, comme les jeux de langage, les discussions, les lectures, permettent à l'enfant de s'approprier ses structures linguistiques et le vocabulaire. Cette approche met l'accent sur le rôle des parents et des soignants qui adaptent leur manière de parler aux enfants, en simplifiant le vocabulaire et les structures grammaticales par exemple, ce qui aide les enfants à comprendre plus facilement. Les interactions fréquentes entre l'enfant et son entourage permettent de construire des compétences langagières par ajustement mutuel. L'adulte s'adapte au niveau de l'enfant et l'enfant ajuste sa production au retour qu'il reçoit. L'interactionnisme peut être critiqué pour ne pas expliquer clairement l'origine des capacités innées qui facilitent le développement du langage. Certains estiment que cette théorie accorde trop d'importance à l'environnement et n'explique pas pourquoi, même dans des environnements moins stimulants, les enfants parviennent à acquérir une langue. Ces trois théories présentent chacune des aspects complémentaires de l'acquisition du langage. L'innéisme met en avant les capacités biologiques et universelles de l'enfant à apprendre une langue. Le behaviorisme insiste sur le rôle de l'imitation et du renforcement par l'environnement, tandis que l'interactionnisme souligne l'importance des échanges sociaux et des interactions dans le développement langagier. En réalité, l'acquisition du langage chez l'enfant est probablement le résultat de la combinaison de ces différents facteurs, une base biologique solide enrichie par un environnement social stimulant. Le chapitre 2. L'apprentissage d'une langue étrangère. L'acquisition du langage est aussi influencée par les facteurs cognitifs, sociaux et émotionnels, rendant le processus unique pour chaque enfant. L'apprentissage d'une langue étrangère est aussi un processus différent de l'acquisition de la langue maternelle, bien qu'il partage certains mécanismes similaires. Il implique l'acquisition de nouvelles compétences linguistiques comme la compréhension, l'expression, la lecture et l'écriture dans une langue qui n'est pas la langue première de l'apprenant. Les facteurs influençant l'apprentissage d'une langue étrangère, on va commencer par l'âge et la période critique de cet âge. Selon certaines théories, il existe une période critique pour l'apprentissage des langues, généralement avant la puberté, après laquelle il devient plus difficile d'atteindre un niveau de maîtrise proche au locuteur natif, notamment en termes de prononciation. Cependant, les adultes peuvent toujours apprendre efficacement, mais avec des stratégies différentes et souvent un accent persistant. Deuxièmement, contact avec la langue. L'exposition régulière à la langue est essentielle. Cela inclut non seulement l'exposition passive, comme écouter des films, de la musique, etc., mais aussi l'interaction active, comme parler et écrire, ainsi que l'immersion dans un environnement où la langue est parlée est particulièrement efficace. Troisièmement, l'interférence de la langue maternelle. L'influence de la langue maternelle peut être bénéfique ou nuire à l'apprentissage. Les similarités grammaticales et lexicales entre la langue maternelle et la langue étrangère facilitent l'apprentissage, mais les différences peuvent aussi entraîner des erreurs, comme les faux amis ou les interférences dans la structure des phrases. Quatrièmement, stratégie d'apprentissage.
Les apprenants développent diverses stratégies pour assimiler une nouvelle langue, telles que la mémorisation, la répétition, l'association des images aux mots ou l'apprentissage en contexte. L'utilisation des technologies comme des applications, des plateformes d'apprentissage en ligne qui facilitent également l'apprentissage autonome. Les compétences de base dans l'apprentissage d'une langue étrangère. On commence par la compréhension orale. Il s'agit d'écouter et de comprendre des conversations, des podcasts, des films et des vidéos dans la langue cible. Aussi, l'exposition régulière à des locuteurs natifs aide à améliorer cette compétence. L'expression orale. Parler la langue cible, développer la fluidité et améliorer la prononciation. Aussi, la pratique en conversation avec les natifs ou des locuteurs avancés est primordiale pour gagner en aisance. Troisièmement, la compréhension écrite. Il s'agit de lire des textes dans la langue étrangère, des articles, des livres, des journaux. Cela aide à enrichir le vocabulaire et à comprendre les structures syntaxiques. Puis, l'expression écrite, rédiger des textes, des essais, des lettres, des courriers dans la langue cible. L'écriture renforce les règles grammaticales, lexicales apprises. Les obstacles et les défis de l'apprentissage d'une langue étrangère. On va commencer par l'anxiété linguistique. Certains apprenants peuvent ressentir une appréhension lorsqu'il s'agit de parler ou d'écrire dans une langue étrangère, ce qui peut freiner leur progression. Aussi, la fossilisation, cela se produit lorsque certaines erreurs persistent dans l'interlangue et ne sont pas corrigées, malgré l'exposition continue à la langue cible. Et aussi le manque de pratique, un manque d'exposition ou l'opportunité de pratiquer la langue peut ralentir l'apprentissage. L'apprentissage d'une langue étrangère est un processus qui demande du temps, de l'exposition et de la pratique régulière. Une approche active incluant l'interaction avec des locuteurs natifs, une immersion culturelle et l'utilisation de diverses ressources d'apprentissage est souvent la plus efficace pour atteindre la maîtrise de la langue. Bon. Passons maintenant à un point très important dans l'acquisition du langage qui est le bilinguisme et le multilinguisme. Donc ce sont des phénomènes linguistiques de plus en plus courants dans le monde moderne. Le bilinguisme et le multilinguisme sont des phénomènes linguistiques de plus en plus courants dans le monde moderne. Ils se réfèrent à la capacité d'une personne à parler deux langues, c'est-à-dire bilinguisme, ou plusieurs langues, c'est-à-dire multilinguisme, de manière fonctionnelle. Ces compétences peuvent être acquises dès l'enfance ou à l'âge adulte et peuvent influencer divers aspects de la vie cognitive, sociale et professionnelle. Les types de bilinguisme et de multilinguisme. On commence par le bilinguisme simultané. Cela se produit lorsqu'un enfant apprend deux langues dès la naissance. Par exemple, un enfant ayant un parent francophone et un parent anglophone pourrait être exposé à ces deux langues dès son jeune âge et les développer de manière naturelle. Deuxièmement, le bilinguisme successif. Dans ce cas, l'enfant apprend une langue maternelle d'abord, puis acquiert une deuxième langue plus tard, souvent lors de l'entrée à l'école ou après une immersion dans un environnement où la langue cible est parlée. Troisièmement, le multilinguisme qui désigne la capacité à utiliser plusieurs langues. Une personne peut apprendre plusieurs langues dans divers contextes familial, éducatifs, professionnels, etc. Les sociétés multilingues, comme la Suisse ou le Canada, favorisent souvent cette pratique. Les facteurs influençant le bilinguisme et le multilinguisme, on commence par le contexte familial et environnemental. Un environnement familial où deux ou plusieurs langues sont parlées favorise l'apprentissage précoce du bilinguisme ou du multilinguisme. De plus, vivre dans un environnement culturellement diversifié ou dans un pays où plusieurs langues sont parlées pousse à l'usage de plusieurs langues. Deuxièmement, l'immersion et l'éducation. L'immersion dans une langue à travers l'éducation ou le travail peut conduire au bilinguisme ou au multilinguisme fonctionnel. Les programmes d'immersion bilingue dans les écoles, par exemple, permettent aux enfants d'apprendre une deuxième langue en étant plongés dans un environnement où cette langue est utilisée pour enseigner différentes matières. Troisièmement, la motivation personnelle.
L'intérêt pour les langues, la culture ou les opportunités professionnelles peut aussi jouer un rôle dans la décision d'apprendre plusieurs langues. Les personnes qui voyagent ou qui ont des objectifs professionnels internationaux sont souvent motivées à devenir multilingues. Les avantages cognitifs du bilinguisme et du multilinguisme. Premièrement, la flexibilité cognitive. Les études montrent que les bilingues et les multilingues développent une meilleure flexibilité cognitive. Cela signifie qu'ils sont capables de passer d'une tâche à une autre plus facilement, car ils pratiquent souvent le changement de langue dans leur quotidien. Deuxièmement, une meilleure résolution de problèmes. Les personnes bilingues et multilingues développent des compétences améliorées en résolution de problèmes, notamment en raison de leur capacité à traiter des informations dans différents systèmes linguistiques. Troisièmement, protection contre le déclin cognitif. Certaines recherches suggèrent que le bilinguisme et le multilinguisme peuvent retarder l'apparition de maladies neurodégénératives comme la démence ou la maladie d'Alzheimer, en raison du travail mental constant que représente le fait de jongler entre plusieurs langues. Les avantages sociaux et culturels. On commence par l'accès à différentes cultures. Parler plusieurs langues permet une immersion plus profonde dans différentes cultures, facilitant les voyages, les échanges internationaux et une meilleure compréhension des nuances culturelles. Aussi, les opportunités professionnelles. Dans un monde globalisé, les entreprises cherchent de plus en plus des employés capables de communiquer dans plusieurs langues. Le bilinguisme et le multilinguisme sont donc un atout majeur sur le marché du travail. Aussi, la communication interpersonnelle. Être capable de parler plusieurs langues permet de créer des liens avec un grand nombre de personnes et d'avoir des interactions plus riches dans diverses situations sociales. Les défis du bilinguisme et du multilinguisme. On commence par l'interférence linguistique. Les bilingues et les multilingues peuvent parfois rencontrer des difficultés avec l'interférence, où les règles ou le vocabulaire d'une langue se superposent à ceux d'une langue. Cela peut entraîner des erreurs grammaticales ou de prononciation. Deuxièmement, la fossilisation. Certains bilingues ou multilingues peuvent atteindre un niveau de compétence limité dans une ou plusieurs de leurs langues et ne plus progresser en raison d'un manque d'exposition ou de pratique régulière. Troisièmement, des pressions sociales. Dans certains contextes, il peut y avoir une pression pour parler une langue dominante au détriment d'une langue minoritaire. Cela peut entraîner des conflits identitaires, notamment pour les enfants issus de familles immigrantes qui peuvent se sentir déconnectés de leur langue d'origine. Le bilinguisme équilibré versus le bilinguisme dominant. Le bilinguisme équilibré, cela se produit lorsque la personne maîtrise deux langues à un niveau similaire, sans qu'une langue se prédomine sur l'autre. Deuxièmement, le bilinguisme dominant. Ici, une langue est mieux maîtrisée que l'autre, en fonction des besoins sociaux ou professionnels de la personne. Par exemple, un individu peut parler couramment une langue à la maison et une autre au travail. Le bilinguisme et le multilinguisme offrent de nombreux avantages cognitifs, sociaux et professionnels. Ces compétences linguistiques permettent non seulement de mieux comprendre le monde, mais aussi d'accéder à des opportunités dans de nombreux domaines. Cependant, ils présentent également certains défis, notamment en termes d'interférences linguistiques ou de pression sociale. Le maintien et l'encouragement de ces compétences dans des contextes éducatifs et familiaux sont cruciaux pour leur développement optimal. Pour conclure cette vidéo, faisons un rapide résumé de ce qu'on a vu. L'acquisition du langage est un processus incroyablement complexe qui commence dès la naissance, voire avant. On a vu comment les enfants développent progressivement leur capacité à comprendre et à produire des énoncés à travers différentes étapes. Des premiers sons et babillages jusqu'à la maîtrise des structures grammaticales plus complexes. On a aussi répondu
Aux questions essentielles, comment un enfant si jeune parvient-il à apprendre une langue? C'est grâce à une combinaison de facteurs dont l'exposition régulière à la langue, l'interaction avec les adultes et même une certaine capacité innée à structurer le langage. En résumé, l'acquisition du langage est à la fois un phénomène naturel et universel, mais aussi façonné par l'environnement et les interactions sociales. C'est un processus qui continue tout au long de l'enfance et qui nous montre la richesse de la capacité humaine à communiquer. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ces explications vous ont éclairé sur ce sujet fascinant. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.